Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Merci de vous être déplacés jusqu'à nous. Nous sommes dans un coin, c'est formidable, il y a moins de passages. Mais votre présence prouve qu'on peut nous trouver, donc c'est très agréable de vous savoir là. Pour cette rencontre que je souhaite la plus informelle possible, avec trois personnes qui ont des parcours de vie et des parcours professionnels parfois assez proches, parfois pas mal différents, mais qui ont toutes en commun une chose, l'intérêt de leur public, au pluriel. Mon nom est Michel Desautels. Je me présente à tout hasard, jeune retraité et ex-journaliste à Radio-Canada. Et ça m'a fait plaisir d'accepter cette invitation au moment où on n'a pas besoin d'être très au fait de l'actualité pour savoir que les médias, de façon générale, et les journalistes aussi, sont au plus bas dans la cote d'amour de nos publics. Chez les citoyens, on côtoie les politiciens les moins brillants, c'est tout dire. Et pourtant, ce métier-là et les médias dans lesquels nous travaillons sont essentiels à la vie démocratique, à la vie tout court. Si on ne peut pas raconter ce que nous sommes collectivement, comment peut-on vivre collectivement? Mes trois invités, donc, ont pratiqué et pratiquent encore le métier de façon très différente, mais ont tous en commun une chose, en tout cas des ouvrages récents. On va en parler beaucoup, mais pas exclusivement au cours de cette rencontre. Je vous présente tout près de moi d'abord au premier plan, Mme Francine Pelletier, qui publie chez Luxe au Québec. C'est comme ça qu'on vit la montée du nationalisme identitaire. Bonjour Francine, content de vous voir. Michel, bonjour. Merci d'être avec nous. À ses côtés, Alexandra Chatzka, qui publie chez Boréal « Je ferai le tour du monde ». Ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Michel. Oui, je sais qu'il en manquait quelques-uns à votre liste, hein, votre to-do list, mais on ne sait pas, vous êtes très jeune encore. J'ai la vie devant moi. Exactement. Et un autre qui a beaucoup circulé sur la planète, à la recherche de la vérité ou des vérités pour des publics. Il publie chez La Peuplade un récit intitulé « Troubler les eaux ». Frédéric Lavoie. Bonjour. Bonjour. Alors, trois livres très différents, mais qui ont, à un moment donné ou à un autre, je pourrais vous citer, il y a toujours une phrase qui est là. Je voulais témoigner. Je voulais aller à la rencontre des gens, les entendre et ensuite me retourner et raconter leur vie. C'est un objectif très noble. En même temps, dans tous vos ouvrages, on se rend compte que c'est très limité, que l'objectif est peut-être inatteignable. Est-ce que vous êtes d'accord, Alexandra, que entre les beaux rêves du départ, oui, je veux faire le tour du monde parce que je veux voir tout le monde, et ensuite raconter à ma façon, c'est un peu... c'est très ambitieux. Ambitieux, oui. Et quand je dis « je ferai le tour du monde », c'est encore devant moi, parce que j'ai fait environ 50 pays où j'ai tourné des reportages. J'ai été dans plus de... Rapprochez votre micro un peu, parce que... Donc, une cinquantaine de pays, on est loin du tour du monde. Hein. On est presque à 200 pays sur la planète aujourd'hui. Et je ne les ferai pas tous, mais oui, mais... au-delà de la boutade, le nombre de pays, c'est vrai que c'est difficile. Il y a beaucoup d'écueils aussi, parce que raconter la vie des autres, c'est pas toujours facile. Ce qu'on voit, c'est pas nécessairement les faits. Parfois, il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Et ce qu'on rapporte ensuite, ce que les gens comprennent à travers notre médium, c'est encore une autre difficulté. Qu'est-ce qu'on choisit? Comment on raconte pour se faire comprendre ici? Quand on parle du Timor-Leste ou, je ne sais pas, d'un coin tellement reculé de la planète, comment traduire ça dans des catégories que les gens ici vont comprendre? C'est très ambitieux, mais je pense qu'il faut avoir de l'ambition dans la vie. Oui, et en même temps, on n'est pas obligé de faire le tour du monde pour se donner le devoir de témoigner. Francine, une grande partie de votre travail de journaliste s'est fait ici, pas exclusivement, mais beaucoup ici.
pour essayer de témoigner d'une société, alors là, on s'inscrit dans la durée, qui change. Comme vous avez changé lorsque vous avez décidé de venir vous installer au Québec pour vous libérer, pour entrer dans le vent de libération qui soufflait sur ce coin de presque pays dans les années 70. Mais en même temps, c'est l'œuvre d'une vie, parce qu'à preuve, ceux qui rêvent du pays constatent qu'il n'existe pas encore et que la libération, si elle a eu lieu, elle est jamais acquise totalement. C'est ça que vous témoignez. Donc, vous témoignez. Alors oui, moi je suis venue au Québec parce que je suis pas née au Québec, je suis une franco-ontarienne. Maintenant, ce n'est plus un secret pour grand monde. J'ai bien caché ça pendant au moins 40 ans, par contre, mais enfin, je suis venue ici parce que je considérais, j'ai eu ce que j'appelle, ou ce que Lionel Groulx appellerait l'appel de la race. J'étudiais à ce moment-là en Alberta. Et j'ai compris que si je voulais demeurer une francophone à part entière, il n'y avait pas 1001 endroits au Canada que ça se faisait aisément. J'ai compris, en fait, en Alberta, ce que peut-être je n'avais pas encore compris, il faut dire que j'étais jeune, à Ottawa, où je suis née, j'ai grandi, qu'il faut une masse critique de gens pour faire quelque chose qui s'appelle de la culture, pour pouvoir vraiment survivre comme francophone à part entière. En fait, moi, il me fallait un décor pas mal plus large. D'ailleurs, vous dites qu'une identité nationale, ça ne peut pas être une langue. Ça prend une culture. Et ça, c'est un ensemble de choses. Absolument. Alors, moi, pour répondre à votre question, Michel, je suis venue ici pour me trouver. Puis quand je suis tombée... En fait, j'ai un parcours un peu différent, certainement, d'Alexandra. Je ne sais pas de Frédéric, mais j'ai pas étudié le journalisme. J'ai pas commencé dans les grands médias. J'ai commencé en journaliste parce qu'en 1980, peu de temps après m'être installée ici, avec d'autres femmes, j'ai créé un magazine féministe, La Vie en Rose, qui a été un assez gros succès à l'époque. En fait, le gros succès de la presse alternative au Québec et même au Canada. Et c'est comme ça que je suis devenue journaliste. Donc moi, j'avais pas des visions nécessairement très larges. Je voulais de la même façon que j'étais venue au Québec pour me trouver, j'ai voulu faire du journalisme pour comprendre le monde. En commençant par les femmes, c'était la grosse question à l'époque. Et après, j'ai eu la piqûre de journaliste et j'ai voulu absolument continuer et avoir l'expérience des médias traditionnels, ce que j'ai fait aussi. Mais je pense que mon expérience, ma première expérience dans un média alternatif m'a un peu gâtée, dans le sens que j'ai toujours voulu garder une certaine indépendance qui faisait en sorte que je ne pourrais pas faire le tour du monde parce qu'il faut être à l'emploi d'un gros média pour faire 50 pays. Là. D'ailleurs, c'est une question que je veux poser à Frédéric. Comment faites-vous pour gagner votre vie, vous? Mais, on va y venir, parce que c'est très important dans ce cas-ci. Alors, c'est ça. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Pas mal, oui. Ça nous lance bien, en tout cas. Et c'est vrai, Frédéric Lavoie, que votre expérience est très différente. Oui, vous avez travaillé pour de grands médias, écrit la plupart du temps, des magazines, des journaux, à titre de collaborateur très occasionnel. Mais votre travail de journaliste, vous avez un peu inventé vous-même. Vous êtes un pigiste de pigiste, là, finalement. Et vous vous êtes déplacé dans plusieurs endroits sur la planète à la recherche de certaines vérités dans des dossiers qui vous intriguaient, qui vous intéressaient. Ce livre, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que c'est un livre gigogne, finalement. C'est une enquête sur l'eau et le problème d'un pays en particulier dans la région asiatique de notre planète qui a des problèmes sérieux avec son eau pour son immense population. Mais ça devient vite un livre sur le journalisme, sur les limites du journalisme de terrain. Quand on est un pigiste sans moyens, dites-vous, on est vraiment proche de son terrain parce qu'on n'a pas le choix, il faut coucher chez l'habitant. Et dès qu'on a des moyens, comme ça vous est arrivé grâce à quelques bourses et certains diffuseurs, tout à coup, on devient éloigné des sujets. C'est un peu plus difficile, on est un peu plus suspect. C'est une bizarre aventure que vous nous racontez là. Oui, en effet, j'ai pris le journalisme de l'autre côté parce que, voilà, pour répondre à la question de Francine, comment j'ai fait? Ben, je suis radin. Alors, j'ai réussi à me débrouiller. À la base, j'ai commencé mon métier justement comme journaliste à sac à dos, disons. C'est-à-dire que, bon, j'étais installé, en 2008, je me suis installé à Moscou, où j'ai côtoyé d'ailleurs Alexandra là-bas. Et moi, je partais avec mon sac à dos dans différentes régions pour faire du journalisme, évidemment, mais à ma façon.
dans le cas de l'ex-URSS, je parlais russe, donc je pouvais parler avec n'importe qui. Je n'avais pas besoin de faire appel à un guide interprète. Mais même dans d'autres pays où je suis allé, où je ne parlais pas la langue, j'essayais toujours de me débrouiller avec les moyens du bord. Et c'est pour ça que, finalement, je pouvais aller dans un endroit pour un temps assez long, sans que ça me coûte très cher, et ensuite vendre des piges qui me permettaient de rentabiliser mes voyages. Parce qu'en fait, au final, là, aussi étonnant que ça puisse paraître, tous mes voyages journalistiques ont été rentables d'une façon ou d'une autre, mais c'est ça, c'est parce que la colonne de dépenses était assez basse pour que la colonne de revenus, même si elle n'était pas très haute, réussisse à être juste un petit peu plus haute. Et donc, voilà, vous l'avez dit, je suis arrivé au Bangladesh. Pour une fois, j'avais de l'argent. J'avais eu une bourse de 25 000 $ de la Fondation Aga Khan Canada c'était une bourse en journalisme de développement international. Donc, j'avais monté un projet sur l'eau. Et là, j'avais pu faire affaire justement avec un fixeur, comme on dit dans le jargon journalistique, là, un guide-interprète, un excellent journaliste qui pouvait m'amener exactement là où il fallait aller pour avoir des sujets journalistiques. Mais moi, j'étais tellement habitué de me débrouiller par moi-même, de ramer dans la boîte pour arriver à mes fins, pour réussir à rencontrer des gens un peu n'importe comment, que j'avais l'impression que ça collait moins. C'est-à-dire que j'arrivais à ramasser une tonne de citations, mais je les sentais désincarnées pour moi. Parce que, voilà, j'étais habitué d'avoir juste ces petites conversations-là avec les gens. Mais pire que ça, Frédéric, vous avez commencé à souffrir de ce que j'appellerais le syndrome de l'homme blanc occidental. Parce que vous dites, avec mon interprète, je débarquais là, j'avais une voiture pour me déplacer, pas sur le pouce, là. Et donc, pour celui que j'interviewais dans son village, que je dérangeais en train de rapiécer son filet, j'étais celui qui le regardait vers le haut comme ça. Me donnait-il les vraies bonnes réponses? Et est-ce que les réponses qu'il me donnait m'intéressaient? J'en étais plus certain du tout. Autrement dit, les meilleures conditions vous donnaient, croyez-vous, de moins bons résultats. Exactement. C'est ça le plus important, parce qu'au final, la question, c'est est-ce que j'arrive à représenter le réel de façon juste. Hein? C'est ça notre métier en tant que journaliste. Donc, oui, je peux aller dans un village du Bangladesh, poser mes questions sur des enjeux que moi, je juge importants. Mais là, j'arrivais et j'avais l'impression que les gens, en fait, les questions que je leur posais ne les intéressaient pas nécessairement. Alors, je prenais les réponses qu'ils me donnaient, mais je retournais et je me disais, mais ça veut peut-être dire qu'en fait, le portrait que je vais faire de leur vie va être assez éloigné du portrait qu'eux voudraient que je fasse de leur vie ou qui, voilà, quelles sont leurs priorités et tout ça. Si moi, j'arrive, je dis, parlez-moi de l'impact des changements climatiques dans votre vie. Mais pour une madame ou un monsieur dans son village au Bangladesh, oui, évidemment, il y a des conséquences des changements climatiques, mais ce n'est pas nécessairement à travers le prisme de ce grand enjeu qu'ils vont voir les choses. Alors, c'est ça, de travailler comme ça me ramenait à ça, aux limites, finalement, de ce que l'argent et la rapidité et l'efficacité peuvent nous amener en journalisme. Et là, je me suis dit, ben peut-être que la façon que je faisais instinctivement dès le départ, instinctivement, puis parce que j'avais pas l'argent pour le faire autrement, ben elle était peut-être pas si mal non plus, de juste me débrouiller, d'être obligé d'entrer en relation avec les gens pour arriver à avoir du matériel qu'ensuite j'allais transformer en matériel journalistique, mais donc ça venait plus d'eux que ça venait de moi finalement. Alexandra, c'est un des aspects difficiles dans ce que décrit Frédéric, c'est la langue, la communication. Lorsque vous aviez travaillé à Moscou, vous parliez le russe. Lorsque vous êtes déplacé dans une partie de l'Europe de l'Est, vous parlez polonais, bien évidemment. Ça change les choses beaucoup. Et dans ce sens-là, on n'est pas obligé de passer par un filtre, celui d'un interprète, accompagnateur, etc. Est-ce qu'effectivement, on se pose toujours la question, est-ce que les gens ne sont pas en train de me donner ce qu'ils voudraient que j'entende, ce qu'ils imaginent que je veux entendre, et qui plaira donc à mon auditoire canadien, en l'occurrence, francophone ou anglophone, parce que j'ai travaillé pour les deux réseaux? Oui, la langue est vraiment une question très importante au niveau d'établir la relation, d'être crédible. Moi, il m'est déjà arrivé en Chine de passer par 2 traducteurs, du cantonais au mandarin et du mandarin à l'anglais, que moi, ensuite, je traduisais en français dans mon reportage. Alors, vous imaginez qu'il y a beaucoup de contenus qui ont été perdus. Donc, c'est important de parler la langue. Mais dans mon cas, comme la plupart du temps, j'étais avec une caméra, avec une équipe. À l'époque, il y a plusieurs années, on voyageait
loin de sac à dos, on était 5. Quand je travaillais pour Nord-Sud, on était des équipes de 5. Alors, une équipe de 5 qui arrive pour interviewer un membre de la résistance au Timor, je vous dis que ça change pas mal la situation. Comme j'ai une éducation, j'ai une maîtrise en anthropologie et c'était quelque chose qu'on apprenait à la base. Comme anthropologue, on allait dans des populations à l'autre bout du monde et on savait que notre présence dérangeait et changeait la réalité. Donc ça, j'avais ça dans le sang, je savais. Mais il fallait tirer le meilleur de ce qu'on pouvait faire avec une caméra. En général, quand je pouvais, sans interprète. Comme je parle plusieurs langues aussi européennes, donc j'allais en Espagne, j'interviewais des gens en espagnol. Alors oui, mais on n'est jamais sûr que ce qu'on obtient dans l'entrevue, parce qu'il y a d'autres éléments qui comptent aussi, et la caméra change beaucoup de choses. Oui, Francine, les filtres, ils ne sont pas que linguistiques. On a beau travailler en français et en anglais, et proche d'un milieu qu'on croit connaître ou qu'on connaît très bien, il y a quand même des obstacles. Entre le milieu francophone et anglophone? Oui. Moi, j'ai vu effectivement une différence d'approche. J'ai d'abord travaillé, en fait, j'ai été plus souvent qu'autrement pigiste, mais j'ai eu 8 ans où j'ai passé 2 ans d'abord à Radio-Canada comme correspondante parlementaire à Québec et ensuite 6 ans à Toronto, d'abord au National et ensuite au Fifth Estate. Et moi, je dis tout le temps aux jeunes journalistes, en ce moment, j'enseigne aux journalistes, j'enseigne le journalisme, je dis, si vous voulez, commencez avec les Anglais, si vous voulez vraiment savoir comment comment comprendre le métier, parce qu'il y a une espèce de hands-on du côté anglophone qu'il n'y avait pas du côté francophone. Et quand vous savez ce que vous faites, allez travailler du côté francophone parce qu'il y a plus de liberté, il y a plus de créativité. Souvent, les anglophones sont facts, sont très rigoureux par rapport aux règles. En fait, peut-être que tu vas dire le contraire, mais moi, ça a été mon expérience. Non, mais moi, j'ai fait 3 ans quand même. C'est vraiment de la préhistoire du journalisme télévisé. J'ai fait un poste bilingue. Donc, j'étais à Moscou pour CBC et Radio-Canada. Mon anglais était loin d'être au niveau de mon français. Et ce qui était drôle, c'est une anecdote, mais c'est quand même intéressant. J'écrivais mes reportages d'abord en français. Évidemment, c'est pas ma première langue, mais c'est ma première langue canadienne, mettons. Et ensuite, je traduisais en anglais. Et ça me prenait un temps fou, puis c'était jamais dans le bon ordre, c'est jamais... Et quelqu'un m'a dit, mais écris d'abord en anglais et ensuite en français. J'ai dit, mais voyons, c'est ma première langue, le français, je suis pas pour faire... Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile. Parce que le storytelling, la façon de raconter les histoires est différente en anglais et en français. Pas seulement les mots sont différents, mais vraiment la façon, qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui vient en dernier, c'est vraiment une autre façon. Et j'ai commencé à écrire en anglais, à mon corps défendant. Et effectivement, une fois que j'ai écrit mon texte, mon 4-5 minutes en anglais, le traduire, mais ça ne voulait pas dire juste traduire des mots, changer le récit, le mettre à la mode français, ça me prenait 5 minutes. Parce que j'avais déjà tous les éléments, je savais quelle partie d'interview j'allais utiliser et tout, mais je racontais l'histoire d'une autre façon, à la façon francophone. Et c'est vraiment différent. Alors, témoigner, recueillir, raconter l'histoire, je comprends vos objectifs. En même temps, vous n'êtes pas des êtres désincarnés, bien au contraire. Et le terrain, qu'il soit très proche ou à l'étranger, ça transforme. Francine, on lit très bien dans votre ouvrage que votre perception de la société dans laquelle vous avez choisi de vivre, le Québec, se transforme au fur et à mesure, notamment des 2 référendums, surtout celui de 95, où vous situez la bascule vers un nouveau nationalisme beaucoup plus refermé sur lui-même, plus conservateur, etc. Et donc, vous êtes, dans votre livre, en tout cas, en train de vous situer par rapport aux événements. Est-ce que ça doit absolument faire partie du travail de journaliste, comme vous l'interprétez, comme vous le vivez, que de se situer dans l'histoire qu'on est en train de raconter? Non, même qu'il n'y a pas longtemps, on aurait dit que c'était une faute de se situer
dans son reportage ou dans le journalisme classique, c'est en train de changer. C'est un grand changement en ce moment dans les médias, mais le journalisme classique, celui qu'on étudiait, je ne l'ai pas étudié, mais je le sais, c'est le journaliste de la neutralité, de l'objectivité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, tout le monde s'entend qu'il faut essayer d'être le plus objectif possible, mais je pense qu'on sait que la neutralité n'existe pas. Pour moi, l'idée que le journaliste peut être, ou la journaliste peut être une page blanche, c'est ridicule. Plus on est informé, plus on a des opinions, plus on est capable d'essayer de comprendre et d'interpréter le monde. Il faut juste pas mettre ses propres billets devant soi. Mais moi bon, d'abord, pour venir au livre, on m'a demandé de faire ce livre personnel parce que c'est la suite, en fait, d'un documentaire que j'ai fait l'année dernière, Bataille pour l'âme du Québec, où je racontais un peu comment tranquillement et de plus en plus vite, mais tranquillement depuis la fameuse soirée du référendaire de 1994, comment il y a eu le nationalisme a changé de nature, de progressiste avec la Révolution tranquille et évidemment René Lévesque. Il est devenu petit à petit, certainement à partir de la crise des accommodements raisonnables, c'est clair et net, un nationaliste beaucoup plus identitaire ou conservateur. Mais on m'a demandé d'écrire un livre dans la suite de ça, mais de le faire d'amener mon point de vue personnel, parce que moi, l'identité, j'ai vécu une crise d'identité à 20 ans. C'est ce qui m'a amené ici. Donc, je me suis utilisée comme un exemple. Et c'est quelque chose qu'on voit, pour revenir à ce que je disais tantôt, les médias, en ce moment, il y a de plus en plus un point de vue. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont en train de changer la façon qu'on fait le journalisme, pas simplement par rapport aux plateformes, que c'est pas juste des grands médias maintenant qui ont droit au chapitre, mais des réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi le fait que de plus en plus, et les médias traditionnels ont d'ailleurs répondu à ça, de plus en plus, ce qu'on cherche, c'est le point de vue des journalistes. Pour le meilleur ou pour le pire? Pour le meilleur ou pour le pire? Pour les deux, je dirais. Évidemment, il y a eu on le voit dans le Journal de Montréal, notamment, mais on le voit dans tous les grands journaux, on multiplie les chroniqueurs, les chroniqueuses, oui. Et des fois, c'est bon, et des fois, c'est moins bon. Mais ce qu'on remarque, si vous allez voir, parce que maintenant, ça fait aussi partie des grands changements médiatiques grâce à l'Internet et tout ce phénomène, on est capable de voir ce qui est lu ou moins lu, etc. Quand on a commencé en journalisme, on ne fait absolument pas savoir l'effet qu'on avait. Mais là, on voit que c'est les chroniques qui sont les plus lues. Avant, les reportages, souvent, là, je parle des journaux. Alors, les gens sont avares d'opinions. Les gens veulent essayer de comprendre les événements, et souvent les chroniqueurs ou chroniqueuses, des fois... les gens adorent la poutine, et je ne suis pas sûr que les cardiologues sont d'accord non plus. Alors, mais vous alliez ajouter quelque chose, était-ce au sujet de la neutralité ou de l'objectivité, c'est ça? Oui, absolument, mais parce que vous avez parlé de point de vue. En fait, moi, je pense que... on va revenir au départ, vous avez parlé de la crise des médias. Et il y a une crise de confiance des publics envers les médias parce que les gens trouvent que les journalistes, souvent, nous cachent des choses ou d'une certaine façon. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que oui, en effet, évidemment que les médias cachent des choses. On cache les ficelles qui ont permis d'en arriver à l'information parfois. Parce que ce qu'on nous a appris, et ce que vous disiez tout à l'heure un peu, je vais le dire en d'autres termes, mais on nous a appris que le journalisme, c'était la vision de nulle part. Donc, le contraire, finalement, d'un journalisme situé. Et moi, dans mon livre, je parle de ça, mais je dis que de se situer en tant que journaliste, ça ne veut pas dire de renoncer à l'idéal de neutralité, ou plutôt, pour moi, le mot serait plus équilibre. Au contraire, c'est de donner au public les clés pour comprendre à travers quelles lunettes on leur montre la façon, on leur montre le monde, on leur fait découvrir le monde. Alors moi, je pense que il y a aussi une nuance entre dire nous ne faisons que du journalisme basé sur les faits et de l'opinion. Je pense qu'entre les deux, vous avez parlé de point de vue, et moi, je mets pas point de vue et opinion comme des synonymes.
Parce que pour moi, point de vue, ça ne veut pas dire d'arrêter d'être un journaliste, c'est-à-dire d'essayer... Je sais que c'est pas ça que vous aviez dit, là. Je vais juste reprendre la balle au bon sur le point de vue. Moi, je pense qu'il faut montrer aux gens que parfois, ça peut être pertinent de leur montrer que sur le terrain, on a vécu des choses qui nous ont poussés à raconter d'une certaine façon, au lieu de leur cacher ça d'une certaine façon au nom de cette vision de nulle part. Je pense que ça va nous redonner un peu de crédibilité et ça va aussi, et vous l'avez dit, les chroniques sont beaucoup lues. Il y a des chroniques d'opinion qui sont souvent, disons, seulement des chroniques d'humeur, finalement, qui n'apportent pas grand-chose au débat. Mais il y a aussi de la chronique... je peux avoir bien des critiques, par exemple, contre des journaux comme La Presse et tout, mais je pense aux chroniqueurs de La Presse à qui on demande, finalement, de quand même baser leur perspective sur des faits, qu'on essaie d'aller en profondeur sur le terrain. Et donc, pour moi, le mot-clé là-dedans, c'est équilibre. Et donc, il faut arrêter de seulement dire, les gens, ils mélangent opinion et fait. Il faut garder une zone étanche entre les deux. Non. Pour moi, l'important, c'est de leur apporter une information la plus honnête possible et on doit se donner les moyens de le faire. Parfois, ça passe par le jeu, par l'exposition des travers du journaliste ou n'importe quoi. Et je pense que les médias manquent de flexibilité et ça nous aiderait à regagner la crédibilité envers les publics. Alexandra? Moi, je trouve qu'on est dans une crise de l'information, des médias, mais on est surtout dans une crise des faits. Je pense que les gens ne croient plus aux faits. On est rendu aussi loin que ça. Alors, je pense que notre rôle, c'est d'abord d'aller chercher les faits. Mais évidemment, je suis d'accord avec Francine. On a tous notre point de vue. C'est ridicule de le cacher et c'est ridicule de se faire croire qu'on n'en a pas. Mais notre rôle premier, c'est vraiment d'aller trouver des faits. Quand quelqu'un tire une balle et quelqu'un d'autre la reçoit à l'autre bout, il n'y a qu'une réalité. Quelqu'un qui tire une balle et quelqu'un qui la reçoit. Après, il peut y avoir toutes sortes d'interprétations. Celui qui a tiré, il y avait des bonnes raisons, il y avait ci, il y avait ça. Mais il y a quelqu'un qui a tiré une balle. Les faits sont uniques. Les points de vue sont... Et je pense que c'est ça la crise qu'on vit aujourd'hui. On est dans les sentiments, on est dans les opinions et on écarte les faits, on les met au second rang. Et je pense que c'est Lénine qui disait... Tu dois connaître ça mieux que moi, peut-être, Frédéric. Lénine disait, les faits, il ne disait pas comme ça, mais ça voulait dire, les faits ont la couenne dure. Mais non, les faits sont extrêmement fragiles aujourd'hui. Et il faut défendre les faits en tant que journaliste et essayer d'être collé aux faits le plus près possible. Moi, je ne lis plus les opinions dans les journaux, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je m'en fous de ce que monsieur un tel ou une telle pense de ceci et cela. Je le sais déjà, parce que je l'ai lu 2 ou 3 fois, puis il pense toujours la même chose. Donc, mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe je sais pas, sur le pont entre à Niagara Falls? Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ouais. Francine? Mais le problème avec la crise des médias, c'est que, et je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, Michel, c'est un livre pour vous. Quiconque veut comprendre justement cette fameuse crise des médias qui est profonde et compliquée. Alan Rusbridger, l'ancien éditeur de The Guardian, a écrit un livre fabuleux parce qu'il était le rédacteur en chef de The Guardian quand il devait passer du modèle traditionnel au modèle actuel, qui est un modèle numérique, n'est-ce pas? C'est ce que tous les médias doivent faire en ce moment pour survivre. Et il explique mieux que quiconque, je trouve, comment on est passé pendant des centaines d'années, depuis le début de l'établissement des journaux, etc. On avait un modèle très élitiste des médias, c'est-à-dire qu'il y a une poignée de gens très éduqués qui, chaque jour, se rencontrent pour décider ce que vous allez lire le lendemain en trouvant votre journal à votre porte, plus tard en allumant votre téléviseur. Et ça qu'il appelle la mentalité du club, the club mentality, on est passé de ça à the mob mentality. Hein? C'est-à-dire, les réseaux sociaux ont fait en sorte que c'est plus l'élite là, qui décide que tout le monde va se mettre sous la cravate.
Mais tout le monde peut y aller de sa vérité. Puis effectivement, il y a des prodigieux mensonges qui sont racontés. On peut raconter n'importe quoi, mais c'est aussi une extrême... il faut pouvoir prendre la richesse des réseaux sociaux qui amènent toutes sortes d'autres points de vue et qui montrent qu'il n'y a pas seulement les faits choisis avec des pincettes par l'élite, qui sont des faits et c'est pour ça que la crise de médias existe aussi. Ce n'est pas juste parce que les réseaux sociaux puis les fous furieux qui disent n'importe quoi pullulent. C'est parce qu'il y a un modèle qui était beaucoup trop contraignant et beaucoup trop limité. Il faut quand même faire attention pour ne pas tomber dans le populisme, parce que ça, c'est pas... Vous savez, j'ai fait une petite entrevue avec un étudiant de l'école polytechnique, un jeune et brillant futur polytechnicien de 21 ans qui m'interrogeait sur comment on vit, comment on prépare un séjour à l'étranger. Et on a parlé pendant 1 heure, puis au bout d'1 heure, j'ai dit, mais t'as dû le voir à la télé, je sais pas quoi. Il dit, mais j'ai pas de télé. Ah, c'est vrai, les jeunes n'ont pas de télé. OK, mais tu as dû l'entendre à la radio. Il dit, non, j'écoute jamais la radio. Je dis, mais tu l'as peut-être lu dans le journal? Il dit, non, je ne lis jamais les journaux. Alors, j'ai dit, mais comment tu fais pour te renseigner quand tu vas voter? Ne serait-ce que ça. Et il me dit, je lis la boussole électorale quelques jours avant les élections. Et puis, j'écoute un gars sur YouTube et qui a beaucoup d'opinions sur beaucoup de choses et qui rapporte beaucoup de faits. Je dis, il est où ton gars? Il est aux États-Unis, en Ohio, quelque part dans un sous-sol. Je veux dire, il y a l'élitisme, mais il y a aussi le populisme des sous-sols. On peut pas tout balayer ça du revers de la main. On peut... Non, c'est sûr. Ouais. Et en même temps, la grande promesse qu'on nous faisait que les médias sociaux allaient devenir un grand outil de démocratie, là où elle a tant de difficultés à s'exercer, on a bien vu que ça marche pas, ou très peu. Que la plupart du temps, les réseaux de communication informels ont été récupérés par le pouvoir, par les services secrets d'un peu partout. Bref, mais comment on fait? Ma question, dans les grosses machines qui consomment quand même, ce sont les seuls qui ont encore les moyens de faire du journalisme. Hein? On s'entend là-dessus? On s'entend? C'est à peu près les seuls? Journalisme d'enquête à grand déploiement. Sauf si on veut vivre toute sa vie dans un sac de couchage, mais ça devient très difficile. Comment on fait, alors que ces machines-là demandent de plus en plus de produits pour nourrir la machine à TIC, pour garder l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure? Parce qu'autrefois, c'était simple. C'était faux, mais c'était simple. On disait à Radio-Canada comme ailleurs, quand un gros dossier compliqué, un juif, un arabe, un log. Un juif, un arabe, un log, et comme ça, tu avais tout couvert. Tu savais la vérité. C'était simple. C'était évidemment... encore plus simple du temps de la guerre froide. Il y avait les communistes, puis il y avait les autres, puis le monde était simple. C'était beaucoup plus complexe. Mais comment on fait aujourd'hui pour garder cet équilibre-là, alors que la machine en veut toujours plus? Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Premièrement, je pense que c'est à la machine à retrouver sa tête, parce que dans les 20 dernières années, justement, avec la montée des réseaux sociaux, avec la démocratisation, comme on a dit, de la parole publique, les médias se sont demandé comment faire pour garder nos publics et ils ont agi beaucoup comme des poules pas de tête, à mon sens. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au final, ils se sont mis, ils sont devenus dépendants, entre autres, des GAFAM. On l'a vu, et on l'a vu avec la loi canadienne, qui est un peu, à mon sens, c'est assez absurde ce qui est en train de se dérouler parce que, d'un côté, on dit, vous volez notre contenu, alors on veut que vous payiez pour notre contenu. Les GAFAM, qui sont des entreprises privées, disent on ne veut pas payer pour votre contenu, on va juste enlever votre contenu, on va arrêter de vous voler. Et ensuite, la réaction des médias, c'est comment contourner le fait qu'ils ne veulent plus voler nos contenus pour mettre quand même nos contenus sur leur plateforme. Donc, on veut qu'ils continuent de nous voler d'une certaine façon, là, pour reprendre ça. Moi, je pense que les médias ont besoin d'avoir plus d'imagination, se recentrer sur leur mission et justement arrêter d'entrer dans la course au clic, parce que ces gens qui s'informent de façon hâtive, ce sera pas ceux-là qui vont être nos publics fidèles de demain, qui vont consolider les médias. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance en nos moyens et surtout, comme j'ai dit, avoir un peu plus de flexibilité pour justement faire un peu un entre-deux entre la mob et le club. Hein? Parce que le club, il y a un problème. Si c'est seulement 15 hommes qui sont dans une salle et qui décident
ce que vont être les bulletins de nouvelles de partout dans le pays. Il y a un problème. Si c'est la MOB, on a aussi un problème. Mais donc, il faut tendre la main au public, écouter leurs doléances par rapport à ça. Et c'est pour ça, moi dans mon livre, je parle d'un journalisme poreux. C'est-à-dire un journaliste qui arrête de se mettre dans sa forteresse en disant « Non, mais vous nous avez seulement mal compris. » Parce que c'est ça qu'on entend beaucoup. Il y a une certaine condescendance actuellement de la classe journalistique qui dit arrêtez d'écouter les fake news, écoutez-nous seulement, on va tout vous expliquer. Vous nous avez seulement mal compris, c'est pour ça que vous ne nous écoutez pas. Mais en fait, peut-être qu'on a un bout de chemin à faire aussi. Peut-être que c'est nous qui avons manqué de flexibilité. Moi, quand j'essaie de mettre, par exemple, du je dans mes textes, non pas pour parler de moi, je ne suis pas important. Je ne suis que l'observateur qui montre ce que je vois à travers le monde. Eh bien, on me dit, non, ça va donner une couleur, finalement, à ton article, alors que ça va permettre aux gens de voir d'où tu parles. Mais pour moi, ça va redonner de la confiance. Et c'est ça, il faut faire un pas vers les publics. Francine? J'écoute Frédéric, puis je me dis, c'est ça, le journaliste qui est en train de se faire, va se faire de plus en plus. Je crois qu'il est là. C'est-à-dire, d'abord, il n'y a plus tellement de travail, de job dans les grands médias. Hein? J'enseigne à des étudiants qui vont de plus en plus être obligés de compter sur leurs propres moyens, compter leurs scènes, avoir l'esprit d'aventure et prendre leur chance, comme l'a fait Frédéric, avec un esprit plus large, qui ne crache pas nécessairement sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent à quel point c'est une méthode de dissémination formidable quand on respecte les faits puis on sait ce qu'on fait. Et tout en voulant aussi mettre, parce que c'est pas simplement une question, le jeu d'apporter un point de vue. C'est pas simplement, c'est plus intéressant pour le journaliste, c'est plus intéressant pour ceux qui le regardent, qui le consomment. C'est le principe d'une bonne histoire. Une bonne histoire, généralement, il y a un personnage, puis on s'identifie ou pas à ce personnage. Donc, la question de se mettre ou pas dans son histoire ne se posera de moins en moins qu'il le fait par le passé. Oui, Frédéric. Oui, je vais juste rajouter une petite chose parce que ça me rappelle comment, pendant des années, en fait, on dit souvent que les meilleures histoires des journalistes, c'est pas celles qu'ils racontent dans leurs médias, mais c'est celles qu'ils racontent dans le souper après être revenus de reportage à leurs amis. Alors là, moi, ma question, c'est mais pourquoi ce qu'on raconte à nos amis, on ne pourrait pas aussi le raconter à nos médias, dans nos médias? Pourquoi, justement, les rencontres un peu fortuites avec des gens, mais qui ne cadraient pas avec l'angle exact du reportage? Pourquoi ça ne peut pas être là-dedans? Mais c'est dans nos livres. C'est pour ça qu'on écrit des livres. Exactement, oui. Mais pourquoi ça ne pourrait pas être aussi dans les médias? Parce que, comme Francine l'a bien dit, les médias sociaux sont venus changer. Il y a un rapport d'intimité, finalement, dans la parole publique qui n'était pas là avant de la même façon. Alors là, maintenant... Et les gens aiment ça. Et les gens aiment ça, ouais, beaucoup. Mais moi, j'ajouterais quand même quelque chose, parce que finalement, on est tous à peu près d'accord qu'un journalisme élitiste fait par quelques hommes blancs dans leurs officines, bon, on a dépassé ça. Il n'y a plus personne que ça intéresse, et tant mieux. Et le gars dans son sous-sol en Ohio... mais ça prend quand même, je pense que ce qui est important dans les médias traditionnels ou peut-être moins traditionnels, c'est quand même des balises, des codes d'éthique, plusieurs lecteurs. Tu sais, quand on écrit un reportage, des fois, on va vite, hein? Quand on arrive sur le terrain, puis le soir, on doit sortir un reportage, c'est bon que quelqu'un puisse nous relire. Donc, il y a des verrous. Il y a des verrous, mais dans le sens des balises qui nous permettent qui rendent notre travail plus crédible. Ce qui n'empêche pas peut-être de temps en temps, sous d'autres formats, parler de comment cette information-là a été obtenue, dans quelles circonstances, quelles sont les difficultés, etc. Mais les médias traditionnels nous donnent quand même cette espèce de cadre qui parfois peut ressembler à de la censure. Dans mon cas, c'est déjà arrivé à quelques reprises où carrément, j'ai pas pu dire ce que je croyais être juste, mais très rarement. En général, ce cadre-là est quand même nécessaire pour une certaine crédibilité. Oui, et en même temps, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ni le talent, ni l'envie, ni le temps d'écrire des livres. Le métier de journaliste ne peut pas se
avoir pour objectif de se dire, dans 15 ans, j'aurai assez de bouteilles pour pouvoir trouver un éditeur qui achètera mon histoire. En tout cas, on a beaucoup de lecteurs. Oui, on a beaucoup de lecteurs ici, mais il y a quand même une limite. Il y a un aspect qu'on n'a pas touché et que vous abordez, Alexandra, dans votre ouvrage. J'aimerais vous entendre toutes et tous là-dessus. Vous évoquez les années à Radio-Canada. Vous êtes passé d'un magazine à un autre, en espérant toujours pouvoir faire le plus d'international, ce qui n'était pas simple. Et vous parlez des équipes qui étaient très majoritairement constituées d'hommes, sauf dans les secteurs de recherche où elles étaient si précieuses. On les connaît toutes les mêmes, qui ont été pendant des années l'épine dorsale du travail qu'on faisait, ces femmes-là. Mais les hommes, les patrons, les reporters, les présentateurs étaient, j'emploie le masculin tout le long parce que c'était ça très, très largement, sauf très rares exceptions. Les choses ont pas mal changé, en tout cas dans les directions, notamment à Radio-Canada, plus qu'à TVA. Je lisais un reportage très intéressant là-dessus. Radio-Canada a continué sa progression, arrive à parité et même un peu plus pour ce qui est des cadres, pas juste inférieurs en ce moment, mais un peu partout, alors que TVA traîne la patte un peu. Est-ce que ça change quelque chose, le fait que le métier ait changé? On le voit dans les écoles de journalisme, les filles sont très majoritaires, là encore une fois, souvent parmi les meilleurs, encore une fois. Est-ce que ça change quelque chose ou pas, Alexandra? Le fait qu'il y ait plus de femmes maintenant, oui, je pense que oui, nécessairement. J'ai même remarqué moi-même en faisant, en regardant rétrospectivement mon travail, que j'allais beaucoup plus facilement vers des personnages de femmes, parce que c'était on revient à la subjectivité, parce que j'étais une femme, parce que j'étais une mère, donc c'était des questions, quand j'allais sur le terrain, je devais choisir un interlocuteur, j'allais plus vers une femme que... Donc, nécessairement, on fait l'information différemment, mais je pense que le point de vue des hommes est très important aussi, hein. Aujourd'hui, je sais pas, j'arrive de l'Université Laval, il y avait un brunch pour les donateurs, et on a distingué des étudiants qui se sont... Enfin, on a souligné la présence des étudiants qui se sont particulièrement distingués cette année-là. Et c'était toutes des femmes. Il n'y avait qu'un seul garçon. Toutes les autres, il y avait 6 femmes, un homme. C'est pas bon, ça. Je veux dire, il faut vraiment un équilibre dans les points de vue. Et effectivement, je pense que le fait qu'il y ait plus de femmes, c'est une bonne chose. Mais bon, il ne faudrait pas basculer non plus de l'autre côté où les hommes, où les jeunes hommes, les jeunes garçons ne se retrouvent plus dans l'information qui leur est fournie. Mais il y avait aussi une question carrément de discrimination. Les femmes ont été discriminées. Quand on a découvert en 2002 qu'il n'y a aucune femme à Radio-Canada, aux affaires publiques, à la télé, qui gagnait plus que le moins payé des hommes, c'était assez choquant. Et je ne suis pas sûre que ça a changé tant que ça. Enfin, il y a eu un peu de brassage et d'indignation. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, il faudrait refaire l'étude, mais c'est ça. Et je pense que ça a quand même un peu changé, mais c'était, oui, il y avait une question de discrimination, d'égalité de chance. Une femme et un homme qui avaient les mêmes capacités, mais c'est l'homme qu'on envoyait sur le terrain plutôt que la femme. Dans cette nouvelle façon qu'on a peut-être d'aborder le journalisme, est-ce que vous voyez une différence chez vos élèves, selon que ce sont des jeunes femmes ou des jeunes hommes? C'est-à-dire que c'est sûr que qu'on soit homme ou femme, de façon générale, c'était la raison pour faire La Vie en rose en 1980, c'était d'interpréter le monde, mais d'un point de vue de femme, parce que ça, à ce moment-là, on ne l'avait pas, le point de vue de femme. Puis effectivement, on n'a pas nécessairement toujours les mêmes préoccupations, ou quand on les a, on n'a pas tout à fait le même biais. Mais là, encore faut-il admettre que les êtres humains sont ainsi constitués que tu as une certaine sensibilité qu'un autre n'aura pas en fonction de sa culture, son sexe, son orientation sexuelle, you name it. Alors, tout ça, c'est un enrichissement, là, qui n'est pas, encore une fois, une petite fenêtre contrôlée par toujours les mêmes, qui donne toujours le même point de vue sur les mêmes affaires. C'est ça aussi, là. Donc, plus il va y avoir des gens différents dans le métier, plus ça va être enrichissant pour... Comme résultat, mais éventuellement, j'ai un peu peur aussi parce que, imaginez, là, j'ai été nommée journaliste en résidence au département de journalisme pour le documentaire et mon rôle, c'est de mousser le profil du documentaire. Donc, j'organise des visites à l'ONF ces temps-ci avec des étudiants.
95% sont des femmes qui venaient. Et je ne comprends pas pourquoi. 95%? C'est des femmes, c'est des étudiantes. Et les étudiants, il y a peut-être, je ne sais pas moi, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts. Je dirais que c'est peut-être 60-40, mais je ne comprenais pas pourquoi ça intéressait à ce point les filles, puis pas les gars. Mais cela dit, il y a de très, très bons jeunes journalistes gars que je vois avec la même détermination que les filles. Peut-être plus, encore une fois, les filles sont je pense que les filles sont toujours désavantagées, pour reprendre ce que Alexandra va dire, parce qu'elles ne se font pas suffisamment confiance encore aujourd'hui. C'est la raison de la discrimination salariale. À Radio-Canada, on a découvert que les femmes, quand ils devaient négociaient à la baisse, puis les hommes, eux, ah ouais. Alors, il y a un problème. Même si les femmes sont de plus en plus nombreuses, il y a toujours ce problème d'oser faire quelque chose, de se donner la permission de faire quelque chose, de poser les questions. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric, mais... oui. Frédéric, j'ai hâte de l'entendre là-dessus parce qu'il a fait beaucoup de terrain avec son épouse. Oui. Qui faisait office de journaliste autant que de traductrice dans certains cas, que de contact aussi, parce que dans certains cas, pour elle, c'était possible d'aborder les gens, alors que pour vous, c'était un peu plus compliqué, non? Mais c'est certain que dans un terrain comme le Bangladesh, elle est indienne d'origine, elle ne parlait pas le bengali, mais forcément, les femmes voulaient lui parler à elle en premier lieu. Donc, ça venait changer la dynamique du terrain. Et ça, évidemment, ça enrichit. Mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, il y a tout le discours actuellement sur la diversité et tout ça. À mon sens, souvent, c'est un peu superficiel, malheureusement, parce que la diversité, elle est extrêmement importante, comme vous venez de le mentionner. Elle est importante, oui, d'avoir évidemment des gens d'origine diverse, de sexe divers ou d'orientation sexuelle divers dans nos médias, mais il en revient aussi à chaque journaliste, et là je parle en tant comme blanc, c'est-à-dire en tant que celui qui, pendant longtemps, comme je le dis dans le livre, moi j'ai commencé le journalisme, mais j'étais le journalisme, j'étais la littérature avant même que j'écrive n'importe quoi, parce que j'étais l'héritier d'une certaine façon d'un droit coutumier en tant qu'écrivain voyageur qui pouvait aller partout. Personne ne me demandait rien, personne ne me demandait de me situer justement, parce que voilà, j'étais le journaliste qui pouvait faire tout ça. Mais à mon sens aujourd'hui, et c'est un peu la réflexion qui est dans Troubler les eaux, moi, je veux changer ça. Je veux être aussi la diversité, pas en tant que représentant de la diversité, mais en tant que personne qui représente la diversité, dans la mesure où, dans mon travail, pour moi, c'est de toujours élargir mes horizons. En tant qu'homme, je vais sur le terrain. Naturellement, si vous allez dans un pays comme le Bangladesh, vous êtes un homme, vous allez sur le terrain. C'est extrêmement difficile de réussir à parler à des femmes. Il fallait qu'à chaque fois que je pousse mon fixeur, en plus qui, là, dans ce cas-là, était un homme, de réussir à parler à une femme, parce que des fois, elles veulent seulement pas parler. Alors, il y a tous ces défis-là, mais il faut les prendre sur nous, ces défis-là, pour élargir la diversité des opinions dans notre travail, pour sortir de nos automatismes sur le terrain. Donc, il en revient à nous. Tu sais, on entend beaucoup ces temps-ci, on ne peut plus rien dire et tout ça. À mon sens, la question, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de plus pertinent, de plus intéressant. Et pour ça, il faut faire le travail. Il ne faut pas écrire sa chronique sur le coin d'une table puis envoyer ça puis dire, voilà, j'ai pu dire ce que je voulais dans le journal. J'ai pu dire dans le journal que je ne pouvais plus rien dire, mais voilà, se demander, finalement, le prendre d'un point de vue positif. Parce qu'en tant que journaliste, on est motivé par notre curiosité. Qu'est-ce qui est de mieux que se dire, je vais essayer de diversifier ce que je suis capable de raconter du monde? Ça fait juste encore plus ouvrir les horizons, au lieu de répéter la même chose que d'autres écrivains, journalistes, voyageurs comme moi ont fait. Moi, je vais essayer d'aller, de sortir de ces sentiers-là pour aller chercher d'autres choses. Vos 3 livres sont très différents, je le disais tout à l'heure, mais après les avoir lus tous les 3 et en séquence là, cette semaine, j'avais le vôtre depuis un moment, Alexandra, mais je ne l'avais pas lu encore. Celui de Francine aussi m'était arrivé quelque part en septembre, mais je ne l'avais pas lu. Bref, je les ai lus depuis 10 jours. Et je me suis dit, d'abord, ils sont formidablement bien écrits tous les 3, très différents à leur manière, ils sont très différents. Et je me suis dit, pour reprendre un peu où vous étiez tout à l'heure, pourquoi ne pas écrire des livres, finalement? C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'abandonner le journalisme, mais est-ce qu'une autre forme d'écriture que l'écriture journalistique ne peut pas obtenir les mêmes résultats?
j'évoque le cas d'Andrei Kourkov, qui est à Montréal ces jours-ci, que je vais interviewer demain chez Gallimard. Le prix Médicis 2022 pour les abeilles grises et son journal d'une invasion qui vient d'être publié, qui raconte la première année un peu moins que la première année de l'intervention spéciale de la Russie en Ukraine. Son livre, son roman, donc, Les abeilles grises, raconte la guerre du Donbass dans la zone grise, où tout le monde se tire dessus, on ne sait jamais qui est qui, et où les pauvres qui sont restés dans le village, ils sont 2 dans son cas, ils ne savent pas trop s'il va leur tomber sur la tête ou pas. C'est une façon extraordinairement efficace de décrire cette réalité-là, que même un journaliste bien intentionné, ayant passé 2 mois dans le putain de village, n'aurait jamais été capable de relater. Est-ce que ça vous rend un peu jaloux ou jalouse, ou ça vous donne pas envie, effectivement, d'explorer une autre forme pour aller rechercher le même objectif? Francine, je vous voyais faire... oui, moi, là, vous touchez une corde sensible. Moi, j'ai pas étudié le journalisme, j'ai étudié la littérature. Je voulais être écrivaine. Et je pense qu'il y a peut-être plusieurs journalistes qui rêvent aussi de faire, tu sais, de dépasser simplement on rapporte les faits fidèlement, puis on est comme des machines à enregistrer, là. On veut interpréter, on veut créer. Donc, je pense que c'est sûr que quand on écrit des livres, il y a un peu de ça qui vient nous chercher, n'est-ce pas? Ben, surtout, moi qui ai fait toute ma vie en télé, un peu radio, mais surtout des médias électroniques, écrire, c'était tout à fait un autre exercice. Et c'est un temps plus long, hein? Et donc, ça permet de réfléchir plus, hein? C'est pas qu'on réfléchit pas quand on fait un reportage pour le téléjournal, mais disons qu'on doit réfléchir vite. Et là, on a Et puis oui, jouer avec des mots, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, la prochaine étape, c'est peut-être un roman, peut-être, mais là, on est encore effectivement dans une autre dimension qui peut ajouter à la compréhension. D'ailleurs, je l'entends souvent, les gens me disent... pour ne pas la nommer, c'était Pauline Marois que j'ai entendue à la radio hier qui me disait, chaque fois que je vais dans un pays, je lis un roman écrit par un écrivain qui parle de ce pays, et ça me dit beaucoup plus que n'importe quel guide de voyage ou même livre journalistique ou même essai. Et effectivement, ça nous donne une liberté, une dimension, un supplément d'âme qu'on n'a pas quand on doit rapporter des faits. Mais ça, c'est à mi-chemin. Ce type d'ouvrage, c'est un peu à mi-chemin, parce que quand je me souvenais pas de quelque chose, je l'inventais. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Donc, oui, l'écriture, et quand on a fait de la télé, c'est un grand luxe et c'est un grand plaisir. Frédéric Lavoie, votre livre, je le disais tout à l'heure, c'est un peu un livre gigogne, c'est-à-dire, c'est un reportage, oui, mais qui est enveloppé dans une réflexion sur le journalisme et aussi sur l'écriture. J'allais dire, d'ailleurs, vos hésitations quant au titre de votre livre sont intéressantes. Il a changé de titre au moins, j'ai compté 4 fois, je crois. Je pense que oui. Oui, pour répondre à la question à propos du roman, oui, je pourrais me tourner évidemment vers le roman. C'est vrai que ça donne en fait l'idée d'avoir un contrôle total sur son livre, c'est-à-dire d'être un narrateur omniscient, c'est une tentation, évidemment, pour quiconque écrit. Mais moi, j'aime le rôle de narrateur non fiable. Je dis non fiable parce que, en tant que journaliste, voilà, j'essaie de représenter la réalité de la meilleure façon. Mon but n'est pas de tromper mon public, mais je lui dis, il y a beaucoup de probablement, peut-être, il semble que dans mon livre, parce que la réalité, c'est que parfois, je ne suis pas capable d'entrer, enfin, jamais ne suis-je capable d'entrer à l'intérieur de mes personnages. Et donc, il y a cette tension de la non-fiction. Moi, personnellement, je l'aime. Je la trouve stimulante, intéressante. J'essaie finalement d'en repousser les limites tout en gardant ce pacte avec mon lectorat. Alors, c'est ça ma démarche, mais c'est sûr que la fiction... les gens aiment ça aussi parce qu'on peut entrer dans la tête des personnages, mais voilà. Mais c'est vrai, ce qu'il dit, la fragilité du doute, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre souvent quand on est journaliste. Et surtout à la radio, vous le savez encore mieux, à la télé, la même chose.
on peut pas commencer à dire oui, je pense que la robe de la madame était rouge, mais peut-être qu'elle était orange. D'abord, on n'a pas le temps, puis deuxièmement, on perd notre auditeur, notre téléspectateur. Il faut une certitude que parfois on n'a pas. On se force d'avoir une certitude. On essaye d'être au plus près des faits, évidemment, quand on est un journaliste honnête, mais on se permet pas le doute parce que ça passe pas. Et dans un livre, on peut et moi aussi, à plusieurs reprises, je doute. Ah oui, le mot doute, en tout cas, il revient très souvent dans le livre de Frédéric. et j'allais dire, il fait avancer la réflexion à chaque fois. C'est pas juste de dire, je suis pas certain. On pousse ça un peu plus loin. J'ai une question d'intendance pour vous toutes, vous tous. Avez-vous, Francine Pelletier, une séance de signature dans les prochaines heures? Oui, alors... dites-nous où c'est. 16 heures. Non, dans votre microphone, par exemple. Rapprochez-vous de votre... Oui, c'est prévu à 16 heures, dans quelques minutes, au stand de luxe, que je n'ai pas le numéro, là, mais c'est... je ne sais pas où. Il n'est pas très loin d'ici, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure. Je vais essayer. S'il y a quelqu'un de luxe, il peut nous le crier, le numéro. 25-24. Merci, monsieur. Alexandra, même question pour vous. Mais on va être en concurrence parce que je suis à 4 heures chez Boréal. Oui. Mais je ne sais pas le numéro. Je pense que c'est 171 ou... Ben, je ne sais pas, mais on va vous trouver, Boréal. Les journalistes, on n'est pas fort en chiffres. Non, mais en tout cas, au stand de Boréal, c'est un peu par là, oui. par là. Je ferai le tour du monde, c'est Boréal qui en est l'éditeur. Et vous, Frédéric Lavoie, signez-vous? Oui, aussi à 4 heures, au stand de la Peuplade. C'est 24-26, je pense, mais c'est juste là-bas où vous voyez Gallimard, là, c'est dans ce coin-là. Bon, ben vous pouvez faire la trifecta. Il n'y a que des gagnants là-dedans. C'est 3 livres extraordinaires. J'espère avoir réussi à d'abord vous intéresser, ça c'est évident. Personne ne s'est levé. Je suis soufflé. Merci de votre attention et merci à nos invités. Et merci Michel, j'ai encore 5 autres séances de signature demain, après-demain et dimanche. Bon, ben on a le temps. Autour de l'heure du dîner, même. Donc, venez nous voir avant, parce que nous, on signe moins qu'elle. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin d'après-midi. Bon salon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.